Bien, alors on vient de voir que la France avait un très important potentiel agricole, hein, via la mise en valeur de ses différents terroirs, hein, donc les plaines étaient propices à l'open field, les plateaux au bocage, les territoires ultramarins par exemple aux plantations de canne à sucre. Eh bien ici nous allons voir que le territoire français également, par la diversité de ses milieux, offre un très important potentiel dans le domaine touristique. Ici, par exemple, ben, vous avez un littoral, hein, qui est le littoral languedocien, donc le Languedoc au niveau de Montpellier. Nous sommes à la station balnéaire de la Grande Motte, qui est une station qui a été créée ex nihilo, comme sept autres, dans les années 1960, à la suite d'une mission gouvernementale qui s'appelait la mission Racine, sous la présidence du général de Gaulle. L'objectif était donc de mettre en valeur un milieu, donc la côte, le milieu côtier qui était jusqu'alors plutôt délaissé parce que c'était une zone de marais, de marécage, hein, envahie par les moustiques. L'objectif, c'était de développer l'activité touristique, un tourisme balnéaire, pour capter les flux de touristes qui se dirigeaient vers la côte espagnole ou la côte italienne et qui passaient sur le littoral français sans s'y arrêter. Donc vous avez la création de stations comme la Grande Motte, Port-le-Cat, qui vont être créées donc pour capter ce flux de touristes avec une architecture à l'époque très avant-gardiste. Donc un milieu qui a été mis en valeur. Autre milieu mis en valeur par le tourisme, vous le devinez, c'est la montagne. Nous avons un très important potentiel de montagne en France, hein, avec les Pyrénées, les Alpes, des chaînes de montagnes qui dépassent les 3000 mètres, donc où la neige normalement est très fréquente, même si le changement climatique là aussi se fait sentir. Et donc ici encore, dans le cadre de ce qu'on appelait le plan blanc, pardon, le plan neige, hein, je dis le plan blanc c'est autre chose. Le plan neige a été mis en place dans les années 60 en France pour développer les stations de sport d'hiver et développer donc le tourisme de montagne pour apporter des capitaux à ces régions qui jusqu'alors étaient plutôt à l'écart du développement économique en France. Et dorénavant, ces régions vivent beaucoup de la manne touristique, et d'ailleurs, ils souffrent beaucoup de la non-réouverture programmée des stations de sport d'hiver pour Noël. Donc encore un autre exemple de mise en valeur du potentiel du territoire français. Dernier exemple de tourisme qui met en valeur et qui se sert du territoire français pour se développer, c'est ce qu'on appelle le tourisme vert. Alors le tourisme vert, c'est le tourisme qui se pratique, comme la couleur l'indique, plutôt à la campagne, dans la nature, comme vous le voyez ici avec ces deux cavaliers qui circulent le long du canal du Midi dans le sud-ouest de la France. C'est un tourisme qui est à la vogue, hein, qui est en vogue plutôt, ou qui est à la mode plutôt, car bah, vous le savez, hein, il y a eu plusieurs mois de confinement et beaucoup de gens qui vivent dans les grandes métropoles ont découvert que c'était très agréable d'aller à la campagne, de profiter de l'air pur, entre guillemets pur, mais surtout d'avoir de la verdure, de l'espace. Donc c'est un tourisme également qui met en valeur le potentiel français, donc la nature. Donc, vous voyez que la France a vraiment un potentiel très riche et très varié. Maintenant, nous allons voir que ce territoire français qui est très riche de potentiel est également un territoire qui est exposé à des risques naturels. Pour cela, vous deviez répondre à la question 3, pardon, la question 2 de la page 77. Il fallait relever les différents risques auxquels était exposé le territoire français, hein, métropolitain comme ultramarin. Alors, d'abord, il faut relever les risques naturels. Alors, comme à l'échelle mondiale, eh bien, le risque naturel qui est le plus présent en France, eh bien, c'est le risque inondation, hein. Malheureusement, ben, début octobre, on a pu se rendre compte que les inondations avaient encore une fois fait des victimes et des dégâts plus que considérable dans l'arrière-pays niçois à Saint-Martin-de-Vésubie lors de la tristement célèbre tempête Alex. On voit ici la caserne des pompiers qui est emportée par les flots, hein, d'un cours d'eau qui normalement ressemble à un petit ruisseau, hein, qui là s'est transformé pratiquement en fleuve en crue. De même que l'on avait cette image assez symbolique de la puissance des eaux avec une route qui avait été littéralement emportée par le cours d'eau en crue. Donc ça vous montre la force des inondations en France et le risque inondation, c'est le risque principal en France, plus qu'un Français sur quatre vit en zone inondable. Et je vous avais dit, c'est le risque principal qui pèse
sur Limoges. Vous savez que nous sommes un territoire parcouru par la Vienne, hein, et on voit que la Vienne, ici, quand on regarde la légende, fait partie des vallées avec un risque élevé d'inondation. On le voit, la Vienne ici, comme d'ailleurs la plupart des grands affluents des fleuves, la Vienne, mais aussi le Loir pour la Loire, la Garonne et ses affluents, la Dordogne et le Lot, sont en risque inondation, la Seine, la Marne, la Somme, la Meuse, la Saône, le Rhône. Donc, les principaux cours d'eau en France sont tous soumis au risque inondation. Alors, même si les hommes construisent des barrages, même s'ils construisent des digues, il arrive toujours que de temps en temps, eh bien, les éléments sont plus forts que les êtres humains. Et donc, ce risque se transforme en catastrophe. Donc, retenez quand même qu'un Français sur quatre vit en zone inondable. Donc, en France métropolitaine, en tout cas, à l'image de la planète, hein, ce sont surtout les risques climatiques qui dominent. Mais cependant, il y a aussi des risques telluriques ou lithosphériques en France, donc qui sont liés à des mouvements de masse, comme par exemple des avalanches. Donc là, c'est une masse de neige qui se détache de la paroi et qui va dévaler. Alors si elle dévale au milieu d'un flanc de montagne où il n'y a personne, c'est juste un aléa. Par contre, si vous avez des skieurs, ça se transforme en risque. Et si ça arrive jusque dans une vallée comme la vallée de Chamonix, eh bien là, ça se transforme en catastrophe parce que ça détruit des maisons, ça envahit des maisons et donc ça tue des gens. Donc le risque avalanche, il existe en France. C'est ce qu'on appelle un risque tellurique. De même qu'il existe ce qu'on appelle des glissements de terrain. Ici, donc, vous avez le lac Lapierre dans les Alpes, qui est le plus grand glissement de terrain français, hein. Vous voyez, donc un glissement de terrain, c'est un morceau de montagne en fait qui glisse du fait, par exemple, des infiltrations d'eau, d'une couche de terre qui est différente de la couche inférieure et qui glisse l'une sur l'autre. Donc il y a des glissements de terrain qui se produisent également en France. Et ces risques peuvent se voir amplifiés parfois par l'action des hommes, notamment les risques avalanches. Les hommes peuvent provoquer les risques avalanches en provoquant par exemple, en pratiquant par exemple du ski hors piste. Vous le savez très bien. Euh, Autre risque qui peut être accru par l'action des hommes et qui existe normalement surtout dans le sud et le sud-ouest de la France, c'est le risque incendie. Donc ici, vous avez une photo prise dans le sud-est de la France. Donc pratiquement tous les étés, vous entendez qu'il y a des incendies dans le Var, dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône, parfois en Gironde. Donc des incendies qui peuvent être spectaculaires, hein. Euh, et qui malheureusement, sous l'effet du changement climatique, ont tendance à remonter vers le nord de notre pays. Donc peut-être qu'un jour, on aura des incendies majeurs au nord de Paris, pourquoi pas au rythme où l'on va. Alors, en dehors de la métropole, les territoires tropicaux, hein, nos territoires ultramarins, sont exposés, eux, à des risques souvent plus violents. Des risques qui, par exemple, ne sont pas présents en métropole, comme par exemple ici le risque volcanique. Nous sommes sur le Piton de la Fournaise à La Réunion. C'est un volcan actif. Il y en a plusieurs, hein, comme le Piton des Neiges, le Piton de la Fournaise. Et on voit bien ici qu'il est plus qu'actif. Donc, des éruptions peuvent menacer les gens. De même, par exemple, vous avez la montagne Pelée en Martinique, qui est déjà entrée en éruption au début du XXe siècle, causant la quasi-disparition de la ville de Saint-Pierre, qui était l'ancienne capitale de la Martinique, et causant plusieurs milliers de morts. Donc, dans les territoires ultramarins, il peut y avoir des risques violents, et vous le savez très bien, on a travaillé sur Saint-Martin dans l'étude de cas, donc vous savez très bien, par exemple, que certaines îles des tropiques en France, comme la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, peuvent être touchées par des ouragans extrêmement violents. Enfin, notre territoire n'est pas soumis qu'à des risques naturels, il est également soumis à ce qu'on appelle des risques technologiques. Donc ces risques technologiques sont de nature humaine. Ce sont par exemple des risques liés aux sites industriels qui sont classés Céveso. Alors Céveso, vous avez la définition dans le manuel page 77. On vous dit que ce sont les sites industriels dangereux surveillés par les autorités publiques par les biais des plans de prévention des risques technologiques, donc PPRT, et cette surveillance fait suite à une grave pollution chimique dans la ville de Seveso en 76 en Italie.
Donc, si on parle de sites industriels classés Céveso, alors il existe des sites classés Céveso 1, Céveso 2, en fonction de la dangerosité du site. Eh bien, vous voyez que ce nom de Céveso, ben, c'est le nom d'une ville italienne qui a été victime elle-même d'une catastrophe chimique en 1976. Et du coup, l'Union européenne a inventé cette classification pour classer les sites industriels français en fonction de leur potentielle dangerosité. Eh bien ici, vous avez l'exemple de l'incendie de l'usine Lubrizol dont on a parlé le 26 septembre 2019, donc il y a un an à peu près, dont les fumées, les fumées chimiques avaient conduit une grande partie de la population autour de Rouen à être évacuée, et on a retrouvé de nombreuses traces de ces produits chimiques dans les plantations, dans les fruits, dans les légumes, les rendant impropres à la consommation humaine. Donc ça, des sites comme ça, il y en a de nombreux en France. Ils sont aussi souvent localisés près des grandes villes. Il y a de très nombreux sites Céveso, vous le voyez dans la carte ici. Ils sont symbolisés par des petits carrés roses, plus ou moins grands d'ailleurs, en fonction de la taille des sites. Et vous voyez qu'il y a de très nombreux sites Céveso autour de Paris. Il y en a beaucoup dans la vallée du Rhône, il y en a beaucoup sur le littoral méditerranéen. Ces sites industriels, ils sont bien souvent près des grandes villes, donc près d'endroits où la population est fortement concentrée. Donc, si un site industriel vient à exploser, comme par exemple l'usine AZF à Toulouse en 2001, eh bien, ça provoque des dizaines de victimes. Donc, c'est un risque qui est loin d'être négligeable et parfois on peut avoir l'impression qu'on vit près d'une bombe à retardement. Et puisque je vous parle de bombes à retardement, eh bien entendu, le plus important risque technologique, c'est celui-ci. Et là, vous avez une bombe à retardement, puisque nous avons la centrale nucléaire qui est la plus proche de Limoges, qui est la centrale de Civaux, pas très loin de Poitiers. Et malheureusement, on a vécu en Europe une catastrophe nucléaire en 1986 en Ukraine, à Tchernobyl. Et pour vous dire, les projections nucléaires de la centrale ont fini par toucher la France, qui est pourtant distante de plusieurs milliers de kilomètres de la centrale. C'est pour vous dire comme la radioactivité peut se propager dans l'atmosphère. Donc autant vous dire que si la centrale nucléaire de Civaux venait à exploser, à Limoges, nous ne serions pas spécialement en sécurité, puisque à vol d'oiseau, on doit être à peine un peu plus d'une centaine de kilomètres de cette centrale. Donc nul doute qu'en fonction des vents ou des risques, on pourrait se retrouver à devoir peut-être évacuer pendant quelques temps, voire pendant une longue période, notre habitation pour limiter la contamination à la radioactivité. Alors, bien entendu, je ne veux pas vous inquiéter, hein, les centrales nucléaires, on le sait très bien, c'est presque l'énergie la plus propre et la plus sûre tant que tout va bien. Bon, ça produit bien des déchets radioactifs qu'on ne sait pas recycler, qui sont radioactifs pendant des centaines, voire des milliers d'années. Mais par contre, tant que tout se passe bien, tant que la centrale n'explose pas, tant qu'il n'y a pas de fuite, on va dire que par rapport à l'environnement, c'est une technologie qui ne rejette pas trop de déchets. Mais quand tout va bien. Donc on peut croiser les doigts, hein, on peut prier pour que tout se passe bien, sachant que on peut difficilement se priver des centrales nucléaires à l'heure actuelle, puisque si vous regardez la facture d'électricité de vos parents quand ils la reçoivent par la poste, vous verrez que dessus il y a marqué qu'à peu près 70% de l'électricité qui est fournie à vos parents vient des centrales nucléaires françaises. Donc si on ferme les centrales nucléaires françaises, il va falloir produire cette électricité qui ne sera plus produite par les centrales nucléaires. Or, si vous demandez aux Français, on va construire des champs d'éoliennes, des champs de panneaux solaires, des nouveaux barrages, des usines marémotrices, ils ne sont pas forcément d'accord. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop comment on peut procéder pour pouvoir remplacer l'énergie nucléaire. Mais il est sûr que c'est un risque industriel à terme qui pourrait peser sur les populations. Voilà pour ce qui est de ce cours, hein. Je finis sur cette note optimiste. Non, je vous rassure, pour l'instant, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, comme disait l'autre dans le film. L'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.